Aujourd'hui, on va parler raison d'être de l'entreprise. C'est Alyosha Yordanov qui va aborder ce sujet-là. Il va faire une petite introduction sur ce sujet et ensuite vous pourrez poser vos questions à l'écrit dans le chat et moi je les poserai ensuite à Alyosha. Ce sera moi la journaliste de ce webinaire. Un petit mot sur Semawi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une scope de 6 associés salariés et notre métier c'est l'accompagnement d'équipes. On accompagne des équipes dans leur fonctionnement interne, à la fois dans la gestion de projet, dans l'animation de réunions, mais aussi à questionner et redéfinir leur gouvernance, donc la façon dont on travaille, dont on prend les décisions ensemble. Et vous allez voir, le sujet de la gouvernance est très connecté à celui de la raison d'être à la fois individuelle et puis raison d'être de l'entreprise. Je n'en dis pas plus. Alyosha, je te laisse la parole. Nous avons 6 participants et c'est parti. Bonjour. Donc on parle aujourd'hui de raison d'être et plus spécifiquement de la raison d'être des organisations. Et comme tu l'as souligné dans ton introduction, Jeanne, en fait, effectivement, on peut parler de raison d'être individuelle aussi et je dirais un mot à ce sujet-là dans mon exposé. Je vais prendre un temps pour exposer un petit peu comment est-ce que nous, on voit la raison d'être dans la manière dont on accompagne les organisations et dont on la pratique en holacratie, dans notre système de gouvernance en holacratie. Et puis on aura un temps pour que je puisse prendre vos questions et y répondre. Je vais essayer de vous donner d'abord une définition de ce que c'est que la raison d'être. Quand on parle de la raison d'être d'une organisation, c'est un terme qui désigne son but ultime. C'est-à-dire qu'on essaye dans la raison d'être de formuler quelque chose qui est un but lointain, idéalement, je dirais même un but qu'on n'atteindra jamais, vers lequel l'organisation chemine et dans le but duquel elle fournit un travail, elle développe de l'énergie, des ressources, etc. Et finalement, c'est ce pourquoi une organisation produit une valeur ajoutée dans le monde. C'est de cette façon-là qu'on parle du but ultime. J'aime bien la métaphore de l'étoile polaire, qui du coup est une destination lointaine qu'on peut regarder quand on est perdu et qui nous indique le nord. La raison d'être pour une entreprise, ça pourrait être cette étoile polaire, c'est-à-dire que c'est le cap qu'on regarde quand on a des décisions importantes à prendre, quand on est devant une bifurcation, quand on est devant des questionnements qui nécessitent de prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur le sens de ce qu'on fait, sur ce pourquoi on fait les choses. Donc, la raison d'être, c'est la réponse à la question du pourquoi et aussi du pourquoi en 2 mots, donc de ce pourquoi l'organisation développe son travail. Je pense que la raison d'être, qu'une raison d'être assez juste d'une organisation, c'est une phrase qui, d'une certaine façon, va mettre les personnes qui sont dans l'organisation en tension par rapport à elle. Dans la mesure où c'est un but lointain, ça n'est pas un but qu'on atteint immédiatement. Ça veut dire que ça n'est pas une situation qui est déjà la description de la situation présente. C'est ce vers quoi on veut aller. Donc, si on formule un but lointain, ça veut dire qu'on n'y est pas encore et une bonne raison d'être va nous mettre en tension dans le sens où on l'entend en holacratie, c'est-à-dire un différentiel entre la situation dans laquelle on est et celle dans laquelle on voudrait être ou dans laquelle on souhaiterait que le monde soit. Et c'est cette tension qui va nous fournir une énergie qui va un petit peu comme mettre la corde de l'arc en tension et donner un mouvement à la flèche pour qu'elle puisse partir. Donc, c'est en général une phrase relativement courte, ça peut être quelques mots. Il y a des organisations qui formulent des raisons d'être assez longues, assez bavardes, je dirais, mais souvent elles sont aussi assorties d'une version plus synthétique. Pour aller un petit peu dans la finesse de ce qu'est une raison d'être, je vais aussi dire ce qu'elle n'est pas. Et notamment, je crois qu'une raison d'être, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une baseline, ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément venir apposer sous un logo ou sous le nom d'une marque ou d'une entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, ça peut, pourquoi pas, être un slogan, mais dans la manière dont on la formule et quand on va faire le travail pour rédiger une raison d'être, on ne cherche pas un outil de communication. La raison d'être doit parler aux individus, aux personnes qui sont dans l'organisation. Et si elle n'est pas communicable de manière simple et facile telle qu'elle, c'est peut-être pas grave. En tous les cas, peut-être pas tout de suite. Et puis, une raison d'être, on y viendra tout à l'heure, ça peut évoluer dans le temps. Donc, ça n'est pas une promesse commerciale et ce n'est pas, encore une fois, un slogan.
mais bien quelque chose qui parle aux personnes dans l'organisation. Et d'ailleurs, on dit qu'une raison d'être, elle se révèle. On découvre la raison d'être d'une organisation. Je pense qu'on peut dire que la raison d'être d'une organisation existe même quand les personnes qui sont dedans n'en ont pas conscience ou ne la connaissent pas. Et en fait, quand on va faire un travail collectif, par exemple, pour faire émerger une raison d'être dans une entreprise, on va découvrir quelque chose qui, à un moment donné, par les personnes qui sont là à ce moment, va être décrit sous forme d'une phrase. Et puis, si on refait ce même travail plus tard, peut-être qu'on ira plus loin ou qu'on formulera la phrase différemment. Donc, une raison d'être d'organisation, à mon avis, est évolutive. Et on pourrait même dire qu'elle est évolutive et qu'elle est évolutionnaire. C'est-à-dire que quand on a fait émerger une raison d'être, en réalité, ça fait bouger aussi les gens qui sont dans l'organisation. C'est-à-dire que quand on rentre en conscience de quelle est la raison d'être de l'organisation, de ce pourquoi elle est là dans le monde et à quoi elle contribue en termes de but ultime, eh bien, ça va changer la manière dont les personnes dans l'organisation vont réfléchir leur travail, la manière dont ils exercent leur rôle, etc. etc. J'aime bien une question test pour vérifier si une raison d'être est bien une raison d'être, qui est proposée par Frédéric Laloux et que je trouve très utile et très intéressante. C'est de se poser la question si finalement, si on devait intégrer tous les coûts de réalisation et de retraitement, etc., des déchets et des productions d'une entreprise, est-ce que cette entreprise se porterait toujours aussi bien? En fait, si la réponse est oui, ça veut dire que l'entreprise probablement est dans sa raison d'être, qu'elle se place dans sa raison d'être. Sinon, peut-être qu'elle s'en écarte. Donc, voilà une manière de recentrer la raison d'être sur le rôle et la valeur ajoutée d'une organisation dans le monde. Je vais parler un petit peu de comment est-ce qu'on s'en sert à l'intérieur de l'organisation une fois qu'elle est formulée. Ce qui est intéressant, c'est que la raison d'être, en termes de but ultime, est quelque chose de suffisamment vaste et ouvert pour ne pas être limitant. C'est-à-dire que la raison d'être est plutôt une phrase qui va être inspirante, mais qui ne va pas limiter ou empêcher de faire des choses. De cette raison d'être, on peut faire découler une vision de moyen ou de long terme, qui est donc la description de comment est-ce qu'on voit l'organisation plus loin dans le temps, ou dans l'espace d'ailleurs. Le fait de formuler une vision après avoir découvert une raison d'être donne plus de chances d'être en cohérence avec cette raison d'être que si on fait le contraire. C'est-à-dire si on pose une vision avant même de connaître la raison d'être de l'organisation. Une fois que la vision de moyen ou de long terme est posée, on peut définir des objectifs de moyen terme qui sont en quelque sorte des premiers pas ou des étapes intermédiaires qui vont nous permettre a priori de cheminer vers cette vision, sachant que cette vision peut être revisitée continuellement dans la vie d'une entreprise. Ça, on a l'habitude de ces vocabulaires et de ces outils-là. Quand les objectifs de moyen terme sont posés, on peut décliner quelque chose de plus proche du présent, que sont les rôles. Et c'est ce qu'on fait en gouvernance partagée, et notamment en holacratie. On définit de manière dynamique et donc régulière dans le temps les rôles dont on a besoin pour atteindre ces objectifs en vue de porter cette raison d'être. Les rôles sont des attentes réciproques qui peuvent exister au sein des différents membres et partenaires de l'entreprise. Et quand on va décrire un rôle, à chaque fois, pour chacun des rôles, on va refaire cet exercice de formuler la raison d'être du rôle, c'est-à-dire ce pourquoi le rôle est là. Donc un rôle est défini par sa raison d'être et par un certain nombre de redevabilités. Donc c'est la liste de ce qu'on attend que ce rôle fasse. Éventuellement, on peut aussi lui rajouter des domaines d'autorité qui vont décrire ce sur quoi le rôle a toute autonomie pour prendre des décisions. Mais ce qui est important vraiment, et d'ailleurs un rôle peut se résumer à ça, c'est la raison d'être du rôle. Donc ce pourquoi il est là. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, quand on a une organisation en gouvernance partagée, la raison d'être qui est la raison d'être de l'organisation, c'est la raison d'être au service de laquelle tous les rôles ou tous les cercles vont œuvrer. Et ainsi de suite, par déclinaison fractale, chacun des cercles ou chacun des rôles va avoir une raison d'être, et s'il y a des sous-rôles plus petits, ils auront à leur tour leur raison d'être, et ainsi de suite, toujours au service de la raison d'être du cercle un peu plus grand. Et à l'intérieur d'un rôle, quand on porte un rôle mu par sa raison d'être, à ce moment-là, très concrètement et d'un point de vue très opérationnel, on va pouvoir formuler des projets qui sont des résultats de court terme à atteindre,
eux-mêmes pouvant être déclinés en prochaines actions. Donc là, ce sont vraiment des actes très, très petits, très, très précis. Donc finalement, on a une sorte de chaîne opérationnelle qui va du plus petit pas concret, de la plus petite prochaine action qu'on va mettre en œuvre, là, aujourd'hui, ce matin, cette journée-là, jusqu'à la raison d'être, qui est le but ultime, le but lointain auquel concourt l'organisation. Voilà comment on se sert d'une raison d'être, et en particulier dans une entreprise en gouvernance partagée. Ça reste vrai et intéressant et ça porte de la valeur même dans une organisation qui ne fonctionnerait pas en holacratie. Mais je prenais cette illustration parce que ça prend un sens particulier, je crois, quand on fonctionne en holacratie. Je voudrais dire quelques mots sur comment est-ce qu'on formule, comment on découvre une raison d'être. J'ai dit tout à l'heure qu'une raison d'être, on la découvre. Ça n'est pas une fabrication de toutes pièces. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de règles, il y a des pratiques. Alors nous, comme accompagnants, on peut observer différentes pratiques et dans des entreprises ou des organisations diverses qu'on a pu accompagner, il y a des façons de faire différentes. Souvent, et notamment dans les petites structures, la raison d'être, la première version d'une raison d'être, elle est amenée, formulée par le dirigeant ou par la personne qui est vraiment en leadership de l'organisation et qui décrète, formule une raison d'être. Parfois, il y a la velléité de faire émerger une raison d'être de manière collective. Et là, ça pose une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, c'est qui doit participer à ce travail de rédaction ou de formulation d'une raison d'être? Est-ce que c'est une équipe de direction? Est-ce que ce sont des managers? Est-ce que c'est toute une entreprise? Est-ce que, pourquoi pas, on élargirait ce collectif à des parties prenantes hors entreprise? Des partenaires stratégiques, des fournisseurs, pourquoi pas des clients. Et il existe des exemples d'entreprises qui ont mené des démarches assez participatives, assez ouvertes pour faire participer des parties prenantes extérieures à l'émergence de leur raison d'être. Je n'ai pas une réponse toute faite sur la manière dont il faut procéder. Évidemment, quand une raison d'être est formulée d'un point de vue collectif, je pense qu'elle a plus de robustesse parce que forcément il va y avoir une adhésion à ce qui aura été produit. Je pense aussi qu'elle a plus de justesse parce qu'on aura pu, si on utilise des pratiques d'intelligence collective, prendre en compte des signaux faibles ou forts qui émanent des associés, des collaborateurs, des salariés d'une organisation et intégrer ces signaux dans la raison d'être. Donc probablement qu'elle sera plus juste par rapport aux énergies qui sont en jeu et qui ont cours dans la manière dont les rôles sont portés. Cela étant, une fois qu'on a dit que ça pouvait être une démarche collective, c'est pas simple d'aboutir à une petite phrase qui décrit la raison d'être en tant que but ultime d'une organisation. Parce que selon le rôle qu'on a dans cette organisation, on peut lui voir des raisons d'être potentiellement différentes. Donc là, ce sont des outils et des pratiques d'intelligence collective qui vont nous aider à converger vers une raison d'être commune. Ce qui n'est pas simple, c'est que dans ces mécanismes de convergence se jouent des dynamiques d'influence entre pairs et ce qu'on appelle des jeux de pouvoir, explicites ou implicites, qui ne sont pas forcément malsains, mais qui ont naturellement lieu dès qu'il y a plusieurs personnes autour d'une table et qui vont faire que certaines paroles vont peser plus que d'autres. Et donc se pose la question de savoir à quel point est-ce qu'on arrive à prendre en compte des signaux faibles, est-ce qu'il faut prendre en compte tous ces signaux faibles ou pas. C'est très difficile de dire que la parole du patron d'une entreprise sera plus juste que celle d'un salarié qui est sur des équipes techniques ou sur le terrain. Et en réalité, on cherche vraiment à faire converger les deux, mais c'est parfois difficile à réaliser. Il y a une réponse méthodologique qui est très intéressante là-dessus en holacratie, puisque dans la version actuelle de la Constitution holacratie, il est précisé très clairement que la raison d'être d'une organisation peut être modifiée par une politique du cercle le plus large de l'organisation. Ça veut dire que c'est dans le processus de gouvernance qu'on peut modifier la raison d'être de l'organisation. Autrement dit, tout membre du cercle le plus large, alors ça ne veut pas forcément dire tout le monde dans l'entreprise, mais toutes les personnes qui sont leaders de cercle ou leaders de rôle dans le cercle le plus large peuvent faire des propositions pour modifier cette raison d'être avec le processus de gouvernance. Et pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce vocabulaire-là, ça veut dire qu'en fait, on a un processus de décision qui s'appelle le processus de décision intégrative qui nous permet de partir d'une proposition de n'importe quel rôle dans ce cercle et par une succession d'étapes très précises et très construites d'un processus de décision, on va aller jusqu'à une validation sous réserve qu'il n'y ait aucune objection restante sur cette proposition-là. C'est-à-dire que si personne
ne considère que cette modification pourrait causer du tort à l'organisation, on va l'adopter. Et puis, on pourra à nouveau adopter des décisions à tout moment, puisqu'en fait, il n'y a pas de moment ou de timing précis, ça peut se faire à tout moment de la vie de l'organisation. Et là, je crois qu'on touche quelque chose de très intéressant, et je pense que de manière intrinsèque, une raison d'être est vraiment un élément qui est dynamique et qui va se renouveler avec le temps, qui probablement peut être très influencé par un contexte, parce que le contexte du monde influe la manière dont les organisations se comportent. Et puis, l'organisation est aussi composée d'individus qui ne sont pas stables. C'est-à-dire que dans la vie d'une organisation, des gens arrivent, des gens partent. Et donc, si ce ne sont pas les mêmes individus, probablement que la lecture de la raison d'être de l'organisation va être différente. Et va être différente dans le temps et selon les situations, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas figé. Et le message que j'ai envie de vous faire passer au travers de ça, c'est d'être assez décomplexé par rapport à la raison d'être. Il n'y a pas une bonne raison d'être, une mauvaise raison d'être. Elle est rarement parfaite. On est rarement totalement satisfait d'une raison d'être et ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'on peut avoir un point de départ qui est imparfait et puis, par itération successive, cette raison d'être va évoluer, va mûrir, va s'approfondir dans le temps. Je peux prendre un exemple très concret, c'est qu'on a aujourd'hui une raison d'être à Semaoui, qu'on a formulée il y a à peu près 1 an, qui n'est pas une première version, il y en a eu plusieurs successives. Notre raison d'être aujourd'hui, c'est... j'ai un blanc tout d'un coup. D'accompagner... oui, voilà, c'est vraiment un très bon exemple. Donc, notre raison d'être aujourd'hui, c'est pour que dans toutes les formes d'organisation humaine, le travail soit un écosystème dans lequel les individus puissent se réaliser, et tout ça dans un monde en paix. C'est intéressant, là, ce qui vient de se produire, c'est-à-dire que moi-même, en tant que leader d'organisation, j'ai un blanc au moment où je dois vous dire la raison d'être de notre organisation, probablement parce que je ne m'y reconnais pas à 100% et que entre il y a 1 an et aujourd'hui, notre organisation a évolué, j'ai évolué, et si je devais la formuler aujourd'hui, probablement qu'elle serait un peu différente, et ça fait partie de nos projets de court terme, de la faire bouger. Donc, elle n'est pas complètement fausse, elle a été très juste à un moment donné, c'est juste que quelques mois ou un temps plus tard, eh bien, c'est plus complètement juste. Et à ce moment-là, on l'a fait bouger, et ce n'est pas un problème en soi. Certaines marques, je vais vous donner d'autres exemples plus concis et de marques grand public qui ont des raisons d'être, qui sont bien trouvées parce qu'elles sont à la fois des vraies raisons d'être et en même temps elles ont une forme de slogan. Et j'ai noté par exemple celle de la marque Lego que je trouve intéressante, qui est inspirer et développer les constructeurs de demain. Donc il y a une forme de poésie et de possibilité d'interpréter ça de manière très vaste, et elle est suffisamment concise et claire pour que ça puisse être un slogan de la marque Lego. J'ai noté une autre raison d'être qui est celle de Decathlon, le sport partout pour tous. Donc quelque chose de très très simple et qui en même temps est extrêmement ouvert, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'avec une raison d'être comme celle-là, Decathlon pourrait se mettre à faire plein d'autres choses que son métier actuel. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la raison d'être ne décrit pas le métier. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une boulangerie que la raison d'être, c'est faire du pain. C'est-à-dire que la raison d'être peut être bien au-delà du métier premier, qui en fait est une manière de mettre en œuvre la raison d'être dans le monde, pour l'organisation. J'ai parlé un petit peu tout à l'heure de la raison d'être individuelle, et comme je viens de le dire, en fait, la raison d'être de l'organisation va pouvoir bouger dans le temps aussi en fonction des personnes qui sont dedans. Non seulement parce que les personnes peuvent changer, mais aussi parce que les personnes changent elles-mêmes, à l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est très intéressant pour soi de faire ce travail, d'arriver à formuler sa propre raison d'être, c'est-à-dire ce à quoi on a envie de contribuer dans le monde et ce pourquoi on travaille. Et probablement que si on fait ce travail-là, de trouver sa propre raison d'être, ça va influer aussi la manière dont on fait émerger la raison d'être de son organisation. Et il se trouve que dans les processus d'accompagnement à l'émergence d'une raison d'être d'entreprise, on peut très bien commencer par un travail individuel sur sa propre raison d'être avant de se poser la question de celle de l'organisation. C'est une des façons de procéder. Pour faire ce travail, si ça peut intéresser certaines personnes, d'explorer sa raison d'être personnelle, il y a une approche philosophique qu'on utilise beaucoup dans nos accompagnements au sein de Semaoui, qui est celle de l'ikigai. L'ikigai qui est une sorte de point d'équilibre entre des sphères différentes de notre vie,
Et donc, c'est une sorte de point de jonction entre ce qu'on aime faire, les choses pour lesquelles on a un goût particulier, pour lesquelles on a un plaisir particulier, ce que l'on sait faire, ce pourquoi on pense qu'on est compétent, ce pourquoi on a un don ou un talent particulier, ce pourquoi on peut être payé, c'est-à-dire ce avec quoi on va subvenir à nos besoins premiers, et ce qu'on pense qui est utile au monde. La jonction entre ces quatre sphères-là est ce qu'on appelle l'ikigai, qui est on va dire un courant philosophique d'une certaine région du Japon. Et c'est une des manières de faire émerger sa raison d'être individuelle, mais il y en a d'autres évidemment. Et c'est un cheminement qui est intéressant parce que ça amène à se poser beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on fait des choix, comment est-ce qu'on fait des choix et dans quel but lointain. Le fait d'avoir cette éthique personnelle de se poser ces questions est un préalable vraiment intéressant pour aller se poser ces mêmes questions à l'échelle de l'organisation. Je fais une dernière petite parenthèse sur le sujet de la raison d'être qui prend peut-être plus de place dans le débat et dans les évolutions des organisations aujourd'hui, et notamment depuis la publication de la loi Pacte l'année dernière, qui a introduit une nouveauté dans le droit des sociétés qui est assez importante, puisque d'abord elle mentionne la raison d'être, et cette raison d'être peut être écrite dans les statuts. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, puisque ça veut dire que si la raison d'être est écrite dans les statuts, elle devient un élément constitutif juridiquement de la société et qui du coup est opposable aux tiers, aux associés, aux parties prenantes. Donc c'est très intéressant parce qu'on va probablement voir dans les années qui viennent des situations où pourquoi pas des recours juridiques peuvent exister envers des entreprises parce qu'elles ont formulé dans leur statut une raison d'être et peut-être que dans leur comportement ou dans leur projet ou dans leur manière de travailler, elles pourraient se mettre en incohérence, en contradiction avec cette raison d'être. Et la loi Pacte a introduit un deuxième élément qui est une sorte de déclinaison concrète de la raison d'être, qui est la possibilité de se déclarer société à mission. Et donc une entreprise qui se déclare société à mission fait le choix à ce moment-là d'écrire dans ses statuts, en plus de la raison d'être, une mission, c'est-à-dire des objectifs concrets qu'elle souhaite atteindre pour exprimer sa raison d'être. Donc ça peut être des objectifs sociétaux, environnementaux, culturels, comme bon lui semble. Et ces objectifs sont décrits de manière très précise, chiffrés, avec des choses à atteindre, etc. Ils font l'objet d'une surveillance par une sorte de comité de surveillance auquel doivent participer des salariés et qui doit être relativement indépendant du pouvoir de direction de la société. Et cette loi Pacte, du coup, vulgarise beaucoup le terme de raison d'être. Je vous ai donné une lecture et un exposé de ce que c'est que la raison d'être au travers de notre expérience à Semaoui, de manière très influencée par notre pratique de la gouvernance en holacratie. Vous pouvez lire sur Internet ou dans différentes publications d'autres visions de ce qu'est la raison d'être. Et comme je vous le disais, on voit quand même beaucoup dans la communication, notamment des grands groupes, des raisons d'être qui sont en fait plutôt des démarches commerciales. Probablement que ce sont des choses qui vont bouger et s'ajuster dans les années qui viennent et qui a un petit peu aujourd'hui quelque chose qu'on pourrait appeler du social washing autour de la raison d'être ou de la responsabilité sociétale des entreprises qui va nécessairement bouger et mûrir, comme il y a eu énormément, et même si ça existe encore, du greenwashing il y a 20 ans, quand le sujet de la préoccupation environnementale par les entreprises commençait à pouvoir devenir un argument marketing. La raison d'être commence aujourd'hui à pouvoir devenir un élément marketing des entreprises, donc il va y avoir des pratiques qui vont certainement mûrir. Voilà ce que j'avais envie de dire comme sujet principal sur la raison d'être. Il nous reste bien sûr du temps pour que je puisse répondre à des questions, soit sur des choses que j'ai pu dire, que vous aimeriez compléter, ou bien des sujets que je n'ai pas abordés, sur ce qu'est la raison d'être, sur comment on s'en sert, comment elle émerge, ou d'autres questionnements que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Il va nous rester en effet 30 minutes pour avoir un temps d'échange et de questions-réponses. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans la petite partie conversation de groupe et je me chargerai de les retranscrire à Alyosha. Pour commencer, moi j'ai aussi des questions en tant que journaliste de ce webinaire. Quels effets ça a sur les équipes de trouver une raison d'être, de trouver leur raison d'être? Alors, évidemment, ça dépend comment la raison d'être émerge. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise où la raison d'être a été posée par la direction et on a fait un séminaire pour que les équipes adoptent la raison d'être, ça ne fait pas le même effet que si on a un processus d'émergence où tout le monde a participé à l'écriture de cette raison d'être.
Je vais parler des expériences qu'on peut vivre, nous, en tant qu'accompagnants. Quand une équipe participe à la rédaction d'une raison d'être, elle s'y sent forcément relativement, assez fortement liée. Et en fait, ça donne du sens aux différents travaux et aux différents rôles qui vont fonctionner dans l'entreprise, puisque même les rôles les plus techniques, les plus opérationnels sur le terrain, prennent une profondeur beaucoup plus grande dans la mesure où c'est possible de faire une connexion entre ces rôles-là et la raison d'être, le but ultime de l'organisation. Donc, ça permet de donner du sens au travail. Et dans la période dans laquelle on est en particulier, et la quête de sens des personnes dans leur travail est quelque chose de tout à fait actuel et est un vrai mouvement de fond de société. Donc, je pense que c'est une des manières d'y répondre, et que le fait de faire émerger cette raison d'être collectivement va y contribuer. Il peut y avoir un autre impact, et c'est ce qu'on cherche quand on va jusqu'à mettre en pratique de la gouvernance partagée, c'est que ça peut donner beaucoup plus d'autonomie aux équipes, aux personnes dans leur rôle, puisqu'en fait, à partir du moment où les gens savent pourquoi ils font quelque chose, ça devient beaucoup plus possible et concret de leur laisser la liberté de s'y prendre de la manière qui leur semble la plus juste pour mettre en œuvre la raison d'être de leur rôle. Donc, avoir fait émerger une raison d'être pour une organisation permet d'expliciter la raison d'être des principaux cercles de cette organisation et, à l'intérieur de ces cercles, la raison d'être de chacun des rôles. Et c'est dans ces rôles que les personnes pourront avoir une plus grande liberté de mise en œuvre sur le comment faire pour atteindre ce pourquoi ils sont là. Voilà, je pense les deux principaux bénéfices de la rédaction collective d'une raison d'être. Et est-ce que la raison d'être peut aider à faire des choix? Tu as parlé d'étoiles polaires tout à l'heure. Est-ce que la raison d'être permet justement de réajuster un cap, aller à gauche plutôt qu'à droite? Oui, exactement. Et je pense que c'est un des buts stratégiques les plus intéressants dans le fait d'avoir formulé une raison d'être. C'est-à-dire que quand la raison d'être est formulée, ça permet, devant des décisions difficiles, stratégiques ou des orientations majeures d'une entreprise, donc quand on est devant cette bifurcation, de regarder cette étoile polaire pour regarder quelle est la branche de la bifurcation qui nous en approche le plus. Souvent, il n'y a pas de choix parfait. Dans un choix, il y a aussi des renoncements. Mais le fait de connaître cette raison d'être facilite grandement le choix parce qu'on sait pourquoi et comment est-ce qu'on peut faire ce choix-là. Je peux prendre un exemple assez concret sur des situations que nous, on rencontre régulièrement chez Semaoui. On est sollicité pour des accompagnements de tout type et souvent avec des demandes qui sont, on va dire, des demandes très managériales ou on pourrait dire un peu superficielles sur la vie d'équipe, qui ne consiste pas à rentrer dans les profondeurs de l'organisation ou la strate structurelle de l'organisation. Et on peut se poser la question, est-ce que quand on fait uniquement de la formation de manager, est-ce qu'on fait avancer les organisations vers de la gouvernance partagée ou est-ce qu'on permet à un système de se maintenir alors même qu'on porte une vision d'organisation qui est basée sur un autre paradigme d'organisation du travail? Et ça, c'est une question pas facile. Le fait de connaître notre raison d'être nous permet plus facilement de nous poser quelques questions, de savoir est-ce que si on va faire cet accompagnement, est-ce qu'on va faire cette formation qu'on nous a demandé, est-ce que d'une certaine manière on contribue à cette vision du monde qu'on a envie de porter au sein de Semaoui? Souvent on y répond par la positive et ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise dans des formes de compromis qu'on fait tous les jours comme tout le monde dans son travail. Et à quelle occasion la raison d'être de Semaoui a-t-elle évolué? Elle évolue, elle peut évoluer pour différentes raisons et souvent parce que il y a peut-être à un moment une inadéquation ou une formulation dans laquelle on ne se reconnaît plus. Les occasions qu'on choisit, nous, pour faire bouger notre raison d'être sont des forums ouverts, parce qu'on trouve que c'est un bon format et que c'est un bon cadre pour travailler une raison d'être. D'abord, ça nous permet d'être tous et toutes présents. Ce sont des moments qu'on organise en général dans des cadres qui sont hors les murs, qui sont des cadres agréables dans la nature, où on est, on va dire, dans une disposition favorable pour une prise de recul. Et un forum ouvert, c'est un format de discussion qui s'écoule sur une journée entière, qui est très faiblement structuré, mais structuré quand même, et dans lequel, en fait, toutes les personnes qui participent peuvent amener tous les sujets qu'elles souhaitent. Et donc, on peut organiser un forum ouvert pour traiter tout type de questions, ou plutôt des questions complexes. On va considérer qu'écrire une raison d'être est bien une question complexe. Donc, ça se prête parfaitement à ce format de forum ouvert. Et donc, dans cette journée, eh bien, toutes sortes de questions peuvent être amenées
On ne prédit pas lesquelles, on ne prédit pas forcément une méthode, et avec ce but de converger à la fin de la journée vers une raison d'être formulée pour ces Maui. Et à chaque fois, en fait, le processus peut être assez différent d'une fois sur l'autre, puisqu'il est par définition assez ouvert. Donc on choisit ces moments-là. C'est pas un moyen exclusif, hein, ça pourrait complètement être différent. Et j'ai dit notamment qu'en holacratie, il y a cette possibilité pour tous les membres du cercle le plus large de faire une proposition en réunion de gouvernance par la validation d'une politique pour modifier cette raison d'être. C'est quelque chose qui ne s'est pas produit, mais qui pourrait tout à fait se produire. Est-ce que Semaoui a déclaré sa raison d'être dans ses statuts? Et est-ce que Semaoui est une entreprise à mission? Semaoui a écrit sa raison d'être dans ses statuts il y a 1 an à peu près. Et Semaoui n'est pas une société à mission au sens de la loi Pacte, tout simplement parce que la dernière fois qu'on a modifié nos statuts, les décrets n'étaient pas encore parus. Et par ailleurs, il y a certains aspects de la description des sociétés à mission qui nous paraissent aujourd'hui, en tous les cas, difficiles à traduire dans notre métier, que sont les objectifs concrets et chiffrés qui sont demandés par les critères de la société à mission, sur lesquels, sur de l'accompagnement et des prestations intellectuelles comme les nôtres, on n'a pas souhaité jusqu'à présent faire ce travail de description d'objectifs chiffrés. Peut-être que ça viendra à un moment donné. J'ai quand même le sentiment que ce statut de société à mission, c'est plus un élément de réassurance pour les organisations qui veulent montrer patte blanche sur des démarches RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que Semaoui ait ses preuves à faire, c'est-à-dire qu'on est suffisamment en cohérence par rapport à ce que nous faisons, à notre raison d'être et sur notre pratique de la gouvernance pour ne pas être en quête de ce type de label ou de reconnaissance extérieure. Voilà. Et est-ce que le fait d'avoir trouvé cette raison d'être influe sur la politique de recrutement de salariés ou d'associés? Oui, alors, dans la mesure qu'on peut considérer qu'une raison d'être a émergé, elle existe, elle existait, elle continue d'exister, et celle qu'on a écrite est en fait une cristallisation à un moment donné, une formulation de cette raison d'être. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'elle est juste, et en tous les cas, elle peut bouger. Le fait de l'avoir explicité, peut-être que ça facilite nos processus de recrutement ou de recherche d'associés parce que ça nous permet d'avoir quelque chose à montrer, à dire très clairement de manière explicite. Donc c'est un objet de discussion plus simple que si ça n'était pas formulé. Alors évidemment, les processus de recrutement chez nous sont directement liés au processus de recherche d'associés puisque nous sommes une SCOP et que dans nos statuts, nous avons précisé qu'on souhaitait que tous les salariés soient des associés. Donc on n'a pas de collège de salariés non associés, comme ça peut exister dans certaines scopes. Donc pour nous, c'est une démarche qui est relativement commune. C'est évident qu'une personne qui nous rejoint, ce sera indispensable qu'elle se reconnaisse dans la raison d'être de Semaoui, sinon ça n'aurait pas tellement de sens. Et en même temps que je vous dis ça, ça me paraît aussi être une évidence que cette personne, une fois intégrée dans l'équipe, va contribuer à faire bouger, à modifier, à faire évoluer cette raison d'être. Donc en réalité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mobile qu'il peut y paraître. Tu as beaucoup parlé de réflexion en équipe autour de la raison d'être. Si on est un indépendant, un entrepreneur indépendant, est-ce qu'on peut aussi définir la raison d'être de son entreprise? Et si oui, comment? Je pense que oui. Et c'est pas parce qu'on est un indépendant que sa raison d'être en tant qu'auto-entreprise ou entreprise individuelle est la même que sa raison d'être d'individu. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs individuels sont en conscience de ça, du fait qu'ils ont une identité professionnelle en tant qu'organe professionnel et qui n'est pas forcément la même que celle qu'ils ont en tant qu'individu. Donc je pense que oui, il peut y avoir ce processus d'émergence de raison d'être pour un entrepreneur indépendant. Et peut-être que c'est typiquement un contexte où ce serait très intéressant d'avoir une pratique de rédaction de la raison d'être qui implique des parties prenantes extérieures. Par exemple, des personnes avec qui vous collaborez régulièrement, ou des clients avec qui vous travaillez, ou des gens avec qui vous avez des marchés communs, je ne sais pas. En tous les cas, des personnes qui sont en interaction avec vous, qui sont susceptibles d'avoir des attentes envers vous. Donc, il y a une perception qui peut faire l'objet d'une définition et d'une formulation précise. Ça peut au moins contribuer à la formulation d'une raison d'être en incluant un regard croisé entre plusieurs personnes, ce qui facilite évidemment la discussion parce que discuter avec soi-même sur sa raison d'être,
je pense que c'est un exercice pas facile. Néanmoins, il existe des possibilités, soit d'être accompagné, soit de le faire seul avec une méthode pour arriver quand même à quelque chose qui réponde à la définition et aux attentes qu'on peut placer dans une raison d'être. C'est-à-dire qu'il ne soit pas une description du métier, qui est un autre objet et qui a son sens et qui a son utilité dans la communication, mais qui, au-delà de ça, corresponde à une raison d'être. Une façon de faire émerger une raison d'être quand on a un peu du mal à la formuler de manière claire, ça peut être de s'y prendre à l'envers par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de commencer par poser la vision. Pour ça, beaucoup d'entreprises ont plus de facilité à expliciter une vision. Et une fois que cette vision est explicitée, si on a décrit ce qu'est l'entreprise dans 10 ans, peut-être que de là, on peut essayer de donner une traduction de alors, quelle est sa raison d'être? Qu'est-ce que ça veut dire que cet état futur désiré qu'on a écrit? Et ce que ça veut dire, on pourrait considérer que c'est un point de départ de raison d'être. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression quand même que philosophiquement, ce serait s'y prendre à l'envers. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de bonne recette. Ça permet au moins d'avoir un point de départ. Et on a une première raison d'être, aussi imparfaite soit-elle. Et puis, l'organisation, l'entreprise va vivre avec ça. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver peut-être en tension avec cette raison d'être. Vous allez vous dire qu'elle ne vous convient plus. Ou il va vous arriver ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Vous n'arriverez plus à vous en souvenir ou à la dire au moment où c'est le plus évident qu'il faut la formuler. Et là, ce sera le moment de la réécrire et d'aller dans un processus d'itération pour lui donner une nouvelle version. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées de méthodes ou de processus qui permettent justement de faire émerger la raison d'être? Oui, alors j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais par exemple dans un processus collectif où une équipe doit faire émerger une raison d'être, il y a une méthodologie qui est assez couramment utilisée, qui est celle qui s'appelle la méthode boule de neige. Les gens qui sont familiers des processus d'intelligence collective connaissent bien ça, où il s'agit en fait que chaque membre d'une équipe écrive individuellement sa version de la raison d'être. Après un temps de réflexion, etc., il peut y avoir un petit exercice, une modalité qui est proposée pour ça. Et puis après, les personnes se mettent par binôme, fusionnent pour avoir plus qu'une seule version. Et puis après, les binômes se regroupent pour faire des groupes de 4 et 8 et ainsi de suite jusqu'à n'avoir plus qu'un groupe et une version unique. C'est intéressant parce que ça permet de converger très très vite et des fois, en l'espace d'une demi-journée, un groupe de 30 personnes peut écrire une phrase en 10 mots. Néanmoins, cette méthode-là a plusieurs inconvénients et son principal inconvénient, c'est que dès qu'on va être dans des sous-groupes où plusieurs personnes doivent discuter pour se mettre d'accord, à cet endroit-là se produit un biais considérable qui est complètement naturel dans toutes les dynamiques de groupe, c'est que certaines personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ont une voix qui porte plus, un argument meilleur, une capacité à s'exprimer plus claire, qui font que leurs mots, leur vocabulaire va avoir plus de poids, va être davantage retenu que les propositions qui sont apportées par des gens un peu plus introvertis, plus réservés ou qui ont fait le choix de ne pas s'exprimer à ce moment-là. Et selon la culture des organisations, notamment dans les cultures où on aime bien la transversalité, l'horizontalité et le participatif, il peut y avoir aussi la tentation, pour contenter tout le monde, de juxtaposer tous les mots. Et donc, on se retrouve avec une grande phrase, avec plein de jolis mots à l'intérieur, qui perd un peu de son sens et de son essence, tout simplement parce qu'on n'a pas fait l'effort de la concision, d'aller vers ce qui est essentiel dans cette raison d'être. Encore une fois, je pense que ce n'est pas très grave. Et toutes les méthodes, à mon avis, en tous les cas celles que je connais aujourd'hui, ont des biais de ce type-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ma recommandation, ça serait quand même de tenter des rédactions, d'accepter que ce soit imparfait et qu'on puisse y revenir et la faire bouger, la faire évoluer. Par exemple, quand une raison d'être est déjà écrite, une méthode pour l'améliorer peut être de faire un effort de concision avec un exercice qui consiste à la reformuler avec un nombre limité de mots. On dit par exemple qu'il y a 7 mots dans une raison d'être, pas un de plus, et qu'il faut trouver une manière de le faire rentrer dans les 7 mots. Et ça va amener de la concision. Donc vous voyez qu'en fait, il y a plein de manières de travailler ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un biais qu'il ne faut pas le faire. Inversement, il faut avoir conscience qu'une raison d'être est rarement et peut-être jamais parfaite. Simplement, elle s'approche. C'est peut-être la version qui s'approche le plus à un moment donné de ce qu'est la raison d'être profonde d'une organisation. Avec la loi Pacte, la raison d'être se démocratise, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. Est-ce que tu as des entreprises qui viennent voir Semaoui avec cette demande de faire émerger une raison d'être?
Oui, et de plus en plus régulièrement. C'est-à-dire que beaucoup d'organisations, entreprises ou associations, ou même des services publics, pensaient connaître leur raison d'être et puis en fait réalisent que non. Ou que finalement, le slogan n'est pas une raison d'être, et petit à petit, il y a une culture qui est en train de se forger dans la société, dans le monde des entreprises, sur ce que c'est qu'une raison d'être. Et donc, il y a une prise de conscience que ce n'est pas si évident que ça à formuler. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir avec cette demande-là. Et souvent, cette demande cache d'autres choses. C'est-à-dire que quand on demande pourquoi est-ce qu'on veut faire ce travail sur la découverte de la raison d'être, d'autant plus si ce n'est pas un slogan commercial, il n'y a pas de but marketing derrière une raison d'être. Hein. C'est vraiment un enjeu qui est structurel et organisationnel. Et ce qui se cache derrière, c'est, pour moi, cet enjeu de la gouvernance. C'est-à-dire que si on a besoin d'expliciter ce pourquoi l'organisation est là, c'est très souvent une volonté qui est mue par la volonté d'avoir plus d'autonomie dans les rôles, d'aller vers des formes, par exemple, d'entreprises libérées. Ça, c'est aussi un vocabulaire qui se démocratise. Ça ne veut pas dire que tout le monde y souscrit, mais le mouvement de l'entreprise libérée est quand même un mouvement qui prend de l'ampleur. Et si on regarde bien la définition de ce que c'est qu'une entreprise libérée telle que l'a formulée Isaac Getz, c'est une formulation qui est très très concise et qui ne décrit pas grand-chose finalement. L'entreprise libérée, c'est une organisation dans laquelle tous les salariés sont libres et responsables de prendre toutes les décisions qu'ils jugent utiles pour la bonne marche de leur organisation. Non pas parce qu'elle est la demande d'un supérieur ou d'un processus, mais parce qu'ils l'ont jugé par eux-mêmes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui rentre dans la définition d'une entreprise libérée. Après, plein d'entreprises ont mis en place des pratiques, des méthodes, des outils, etc., des processus pour arriver à produire cet effet-là. C'est-à-dire à produire cette situation où les individus se sentent à la fois libres et responsables de prendre des décisions parce qu'ils les jugent bonnes pour l'organisation. Et on devine bien que ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter. La raison d'être est probablement un des pas majeurs que l'entreprise doit faire pour aller vers cette forme de libération, c'est-à-dire cette forme de liberté, de libre arbitre de décision des individus dans l'organisation, parce que finalement, ça veut dire qu'on est sur un principe d'organisation de confiance a priori. Hein. On fait confiance à l'autre pour qu'il mette en œuvre ses rôles de la meilleure manière possible pour l'organisation. Et pour que cette confiance a priori puisse se construire, la raison d'être des rôles est un formidable outil puisqu'on sait pourquoi le rôle est là. Si on sait pourquoi il est là, c'est plus facile de lui faire confiance sur le comment y parvenir. Pour que ça ait du sens de décrire les rôles, les raisons d'être des rôles et les raisons d'être des cercles, il y a une certaine logique à commencer par formuler la raison d'être de l'organisation plus grande. Voilà. Est-ce que tu pourrais justement donner des exemples de à quoi ressemble une raison d'être de cercle ou de rôle, à la différence de la raison d'être de l'organisation? Oui, alors la raison d'être d'un cercle ou d'un rôle est beaucoup plus proche de l'opérationnel et elle décrit ce pourquoi le rôle est là dans l'organisation. Par exemple, un cercle qui s'appellerait administratif ou administration dans une entreprise pourrait avoir une raison d'être qui pourrait être une entreprise légale. C'est-à-dire que ce cercle doit tout mettre en œuvre pour que l'entreprise soit toujours en situation de légalité. C'est un but ultime, c'est-à-dire que c'est un but d'une certaine manière inatteignable puisqu'il y a tout le temps des choses à faire. Tous les ans, un bilan à produire, régulièrement des contrats de travail à signer, des obligations à respecter vis-à-vis de la médecine du travail, vis-à-vis des congés payés, etc., etc. Donc, comme il y a toujours des choses à faire pour que ce but soit atteint, eh bien, ce cercle va avoir une vie perpétuelle et il sait à quoi est-ce qu'il concourt dans l'organisation. Et donc, si je prends cet exemple-là, on voit bien qu'une tâche administrative de comptabilité, par exemple, a un sens profond, fondamental, parce que c'est un rôle qui sert la raison d'être du cercle administratif, qui est une entreprise légale. Et si l'entreprise perd son statut légal, elle perd sa possibilité d'exister, donc c'est fondamental. Donc ça permet vraiment de connecter des rôles très techniques, très opérationnels, au sens global de ce pourquoi l'organisation est là. Il va nous rester une dizaine de minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace conversation. Pour ma part, j'ai une autre question. On a pour l'instant beaucoup parlé d'entreprise. Est-ce que les collectivités peuvent aussi se prêter à cet exercice de la raison d'être?
Oui, alors c'est un sujet qui est passionnant, qui commence tout juste à être exploré. Euh, Notamment, alors, dans les collectivités, il y a la partie collectivité avec les élus, et les représentants et mandataires des citoyens. Et puis, il y a les administrations qui sont derrière, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour le compte d'eux. Et dans la sphère du service public, on a longtemps considéré qu'en fait, le service public était une raison d'être en soi et que participer à une mission publique était suffisant. On se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, la sphère du service public est une sphère dans laquelle il y a en ce moment beaucoup de mouvements, beaucoup de chemin qui est fait pour améliorer la manière dont les gens qui travaillent dans ces services trouvent du sens à leur travail. Et de ce point de vue-là, il y a des mutations assez profondes qui sont en cours. Et du point de vue des représentants des citoyens, donc des gens qui ont été élus, là aussi, on commence à voir tout doucement évoluer des petits indices dans le débat public, d'élus qui sont capables de faire la différence entre leur personne, à qui a été confié un mandat, donc un rôle, et donc cette distinction personne-rôle, ce qu'on appelle la différenciation en gouvernance partagée, commence tout doucement à émerger. Je dis tout doucement parce que c'est encore quelque chose qui est minoritaire, mais on sent bien que c'est une des manières aussi de répondre à une sorte de crise de citoyenneté dans laquelle on peut considérer qu'on est, ou de désaffection pour le vote, ou ces choses-là, en clarifiant que quand quelqu'un est élu, c'est bien au service d'un rôle, et on ne devient pas propriétaire de son rôle, on en est juste l'occupant pendant une période donnée, un petit peu comme une veste qu'on enfile pendant un moment, et puis qu'on va rendre à un autre moment. Et ce rôle peut être décrit avec un certain nombre de choses qu'on attend de lui. Donc on pourrait imaginer d'ailleurs de les décrire comme on le fait en holacratie, avec des redevabilités pour les élus, c'est-à-dire les choses qu'ils doivent faire, ce sur quoi ils sont attendus, des périmètres d'autorité qui seraient ce sur quoi ils ont toute autorité pour prendre des décisions légitimement parce qu'on leur a délégué cette autorité-là, et une raison d'être, c'est-à-dire ce pourquoi ils sont là, quel est leur but ultime, qui leur donne toute la latitude d'être créatifs, innovants, inventifs, pour trouver des manières de modifier les façons de faire dans le but de servir cette raison d'être. Alors là, ce que je décris est quelque chose d'un peu utopiste, qui je crois, n'existe pas, n'a pas de précédent dans des collectivités. Mais je sais qu'il y a des élus et qu'il y a des collectivités qui sont déjà en réflexion là-dessus et en cheminement sur ce sujet-là de l'utilisation de la raison d'être pour les rôles élus. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu pourrais nous faire une conclusion rapide sur quelles sont les choses à retenir autour de la raison d'être? Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est cette idée que la raison d'être est un but lointain, inatteignable, cette image d'étoile polaire dont j'ai parlé tout à l'heure, et qu'une bonne raison d'être, quelque part, doit mettre les personnes en tension, c'est-à-dire qu'elle doit comporter cette petite part de frustration qui fait qu'on se sent encore loin du but et qu'on a encore beaucoup de choses à faire, parce que finalement, c'est ça qui donne une motivation intrinsèque dans le travail. Ça, c'est sur le premier aspect de ce qu'est une raison d'être. Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie que vous reteniez, c'est qu'une raison d'être est évolutive et elle va se modifier avec le temps, et elle est une traduction à un instant T qu'un groupe de personnes a été capable de donner sur la raison d'être profonde qui existe dans l'organisation. Et donc, ma recommandation, c'est vraiment encore une fois, de se décomplexer avec ça et d'oser écrire des raisons d'être imparfaites, quitte à les remanier, à les reformuler aussi souvent que vous en aurez envie. Même si elle est imparfaite, elle sera très aidante, très soutenante dans les choix importants, dans les grandes orientations que pourront prendre ces organisations, et dans des décisions comme ce dont on a parlé tout à l'heure, comme les recrutements, comme la recherche de nouveaux associés, des nouveaux projets, des extensions, des projets de changement d'activité, pourquoi pas. Le fait d'avoir formulé une raison d'être va vraiment aider cette évolution. Et finalement, là, on touche à quelque chose d'assez fondamental et qui dépasse de loin le sujet de la raison d'être, qui est la capacité des organisations à s'adapter à leur contexte et à leur environnement. Le monde dans lequel on est là, en ce premier semestre 2020, est quand même tout à fait singulier et particulier. Et on sent bien que les organisations qui vont pouvoir émerger de ce monde-là avec un maximum de résilience sont celles qui seront capables de s'adapter. Et s'adapter, surtout dans un contexte qui est incertain, ça veut dire être capable d'inventer des solutions qu'on n'a pas déjà utilisées. Il n'y a pas juste de réappliquer des recettes, mais d'en inventer des nouvelles, de fabriquer des nouvelles idées. Et pour ça, il faut se sentir dans un cadre qui est suffisamment libre pour qu'on ne soit pas dans l'application d'un certain nombre de processus, mais
dans la recherche d'un objectif lointain dans laquelle la créativité de l'esprit humain puisse s'exprimer pour fabriquer ces solutions nouvelles qu'on ne connaît pas encore. Et la raison d'être, je pense, c'est un outil vraiment formidable pour permettre aux organisations d'aller vers plus de résilience et à l'intérieur de ces organisations, au rôle de permettre des espaces où les individus sont vraiment libres et responsables de prendre des décisions, de mener des actions et de se réaliser finalement, d'aller vers ce but de la réalisation de soi. Merci beaucoup Alyosha. J'espère que cet échange vous aura inspiré et pour trouver votre propre raison d'être. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre site et veuillez encore une fois nous excuser pour les soucis techniques aujourd'hui, mais je vois que vous avez pu nous rejoindre, donc c'est parfait. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.